Bienvenue sur le plateau de Plus d'Actu en ce vendredi 19 janvier. Cette fois, ça y est, la Belgique préside l'Union européenne. Quelles vont être les priorités de notre pays dans cette mission importante sur le plan diplomatique notamment et stratégique évidemment. Aussi, le Premier ministre Alexander De Croo a tracé les grandes lignes devant le Parlement européen. Alors pour évoquer cela, nous allons accueillir dans un instant Saskia Brikmont, c'est la future tête de liste écologiste au Parlement européen. Elle est actuellement députée européenne. Elle a suivi une série de dossiers durant la législature et notamment un qui nous intéressera aujourd'hui, celui du contrôle de la reconnaissance faciale et des intelligences artificielles. On accueille Saskia Brikmont. Alors c'est un des gros dossiers sur lequel vous avez travaillé, Saskia Brikmont. Il y a lieu de réglementer ChatGPT. Il y aurait une espèce de risque pour notre démocratie, pour notre intelligence collective, que ce soit des intelligences artificielles qui rédigent à notre place des textes qu'on prendrait parfois plusieurs heures à taper sur notre ordinateur ? Bonjour. Alors, l'intelligence artificielle, pour nous, doit clairement rester un outil au service de politique. Et il doit être aussi un outil accompagné d'un discernement humain, que ce soit ChatGPT, que ce soit d'autres applications. Ça reste des machines qui sont au départ alimentées par l'homme, avec des risques de biais racistes, de biais sociaux, de biais de genre, de biais liés à une époque. Mais qui peuvent aussi exister chez des humains. Donc en quoi on s'inquiète plus d'une machine qui, par essence, est contrôlable ? On pourrait interdire à une machine d'avoir des propos déplacés. C'est plus difficile avec un humain. Ce n'est pas qu'une question de propos déplacés, mais c'est que la machine va aboutir à une proposition, une décision parfois, qui va influencer l'être humain. Les tests montrent que l'être humain a tendance à faire confiance à la machine plutôt qu'à questionner la réponse qui est fournie par la machine et à l'accompagner aussi d'un discernement humain. Il faut se rappeler quand même que la machine n'a pas. Ce n'est pas un cerveau humain, elle est dotée d'une intelligence qui reste artificielle. Donc on peut aussi questionner le terme d'intelligence artificielle. Il y a peut-être d'autres noms à trouver parce que l'intelligence humaine est dotée aussi d'une capacité de réflexion et de débat, et vous aurez de choisi confrontation entre votre point de vue, le mien, ce que la machine ne fait pas. Je n'ai pas réfléchi à un autre terme, mais ça pourrait simplement être un outil d'aide à la décision, par exemple, plutôt qu'un outil qui va petit à petit remplacer les décisions humaines. ChatGPT, il y a aussi la question de la source. Il faut, par exemple, je pense, continuer à accompagner l'utilisation de cet outil, que ce soit dans le milieu académique ou autre, d'une mention que la source principale ou une des sources est ChatGPT ou un autre outil d'intelligence artificielle. Je pense que c'est essentiel. Et accompagner ces développements de l'intelligence artificielle aussi de respect des droits fondamentaux, notamment par design. Donc de faire en sorte qu'au moment de développer l'intelligence artificielle, il y ait bien des checks, qu'on puisse tracer finalement la prise de décision ou en tout cas le cheminement que cette intelligence a fait pour aboutir à sa proposition, décision. Parce que vous déterminez deux types de risques. Je dis vous, c'est avec vos collègues parlementaires européens, le risque minimum et le haut risque. Alors c'est quoi le risque minimum, c'est quoi le haut risque? Comment est-ce qu'on détermine un petit risque, celui de malinformation ou celui de manipulation de masse? C'est comme ça que vous avez travaillé? Donc ça dépend des applications de l'intelligence artificielle, mais je vais te donner un exemple de haut risque. Aux Pays-Bas, un outil d'intelligence artificielle a abouti à des décisions qui ont créé une catastrophe sociale réelle pour des familles, puisque l'intelligence artificielle a décrété que des familles avaient perçu indûment des allocations familiales, qu'elles ont dû rembourser. Ça a créé des drames, des suicides, à la clé des divorces, parce que ce sont des familles essentiellement racisées, d'origine étrangère, qui ont été ciblées. Donc il y avait non seulement un biais social, mais aussi raciste dans la décision. Il s'est avéré que le gouvernement a pris connaissance de la situation, il ne l'a pas réglée directement et ça a abouti à un scandale, fort heureusement. Qui a fait tomber le gouvernement hollandais. Qui a fait tomber le gouvernement hollandais, effectivement. Mais entre-temps, les familles lésées ont vécu de véritables drames. Et ça, c'était parce que c'est une intelligence artificielle qui a été utilisée pour les calculs des allocations familiales et qui a résulté en de mauvais calculs. D'autres exemples, c'est qu'en rue, la reconnaissance biométrique a été utilisée à l'aide de caméras de surveillance et un couple qui se faisait un câlin s'est fait interpeller par la police parce que cette intelligence artificielle avait diagnostiqué une bagarre. Et donc, bon, voilà, on peut sourire de ça, mais on peut aussi s'inquiéter
de l'évolution Comment de la est-ce qu'on normalisation se préserve finalement de ces dérives? type Comment est-ce qu'on se préserve de ces erreurs? Qu'est-ce qu'on met dans un texte? On dit les erreurs sont interdites, l'abus est mauvais, quelle garantie on peut mettre? Je rappelle, vous avez parlé de la reconnaissance faciale, là, que selon certaines organisations non gouvernementales, on a envoyé un mauvais message en autorisant effectivement des contrôles dans des manifestations, dans des parcs, dans des lieux publics. Vous comprenez cette inquiétude du secteur associatif? Je la partage à 100%. Notre groupe écolo au Parlement européen est celui qui a mené une campagne pour interdire au niveau européen la reconnaissance faciale. Pourquoi? Parce que son autorisation dans l'ensemble de nos États aboutirait à une forme de surveillance de masse. À nouveau, on peut se dire, on vit dans des démocraties, il n'y a pas de risque. Et l'exemple est souvent donné du modèle à la chinoise, où finalement, l'ensemble de la société, l'ensemble de nos agissements dans l'espace public et désormais aussi dans l'espace privé en Chine sont en fait contrôlés en permanence. Dans des États peu démocratiques, et nous avons même en Europe des régimes dits illibéraux, comme la Hongrie, la Pologne avant elle, d'autres situations qui peuvent amener à une utilisation aussi abusive de ce type d'installation. Quelle garantie vous estimez quand même qu'on a un petit peu chez nous? Il y en a quand même un petit peu des garanties chez nous du fait qu'on ne va pas se faire arrêter parce qu'on jette un papier en rue? Alors, désormais, dans la législation européenne, et c'est ça qu'on a négocié, il y a une ouverture vers la possibilité d'avoir cette reconnaissance faciale en rue. Alors, pour des applications très concrètes, très précises. En cas, donc, reconnaissance faciale en direct dans l'espace public sera autorisée en cas d'enlèvement, de disparition ou de trafic d'êtres humains. Et dans le cadre d'une enquête judiciaire, donc avec un mandat judiciaire. 2, en cas de menace vitale ou de risque terroriste, aussi avec un mandat judiciaire. Et la 3e application, c'est en cas de recherche d'un criminel suspect, un suspect de crime, aussi avec un mandat judiciaire ou administratif. Et ça pourrait être par exemple quelqu'un qui a commis un accident de la route mortel avec un délit de fuite. On pourrait le retrouver comme ça très vite. Voilà. On a des caméras NPR à Bruxelles aussi efficaces que celles de Pékin. Il y a 16 types de crimes qui sont listés maintenant dans la législation qui vient d'être négociée, qui le permettront. Il y a une 2e application que nous, on voulait interdire aussi, mais qui est strictement encadrée désormais suite à des négociations avec tous les groupes politiques et les gouvernements européens. C'est l'utilisation de la reconnaissance faciale a posteriori. Donc l'enregistrement d'images, et ensuite on pourrait activer la reconnaissance faciale pour, à nouveau, dans un certain nombre de cas, l'utiliser pour repérer des suspects ou autres. Les restrictions sont moins limitées, mais les États membres peuvent être plus sévères que ce que prévoira la législation européenne. Si la Belgique, ce n'est pas le cas de l'actuel ministre, mais si la Belgique voulait interdire la reconnaissance faciale dans l'espace public en temps réel ou en différé, elle pourrait encore le faire. Ce qui vous embête, est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, l'idée que ces logiciels ne sont pas toujours développés chez nous et qu'à un moment donné, on sous-traite des services publics, la justice, des enquêtes, pourquoi pas la santé, à des organisations privées et étrangères. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui vous interpelle comme femme politique? Évidemment, puisqu'on parle de la Chine, à nouveau, et de logiciels chinois, on parle aussi d'intérêts économiques derrière, puisque les compagnies qui installent les systèmes qui permettront d'activer, quand la législation l'autorisera, la reconnaissance faciale, ont tout intérêt à installer une technologie qui le permettra, puisque pour eux, c'est un business, c'est rentable. Le biais est aussi dans le fait qu'on investit de plus en plus dans les machines, dans la technologie. Ça coûte des milliards d'euros aux finances publiques. Ce sont des choix, en fait, sociétaux qu'il faut poser parce que c'est au détriment d'équipes. Mais vous comprenez ceux qui disent que vous renoncez à une technologie qui est là, qui est efficace, qui, si elle est bien encadrée, est utile. Vous entendez quand même ce discours-là aussi ? Je l'entends, sauf que la technologie n'est ni efficace ni utile. Aucun système aujourd'hui de reconnaissance faciale n'a permis de déjouer un attentat terroriste, par exemple. L'efficacité est toute relative. Quand on sait les risques en termes de droits fondamentaux et de biais, pour les minorités de genre, les personnes racisées. Quand on sait qu'il y a des risques derrière et qu'il n'y a pas de contrôle du respect des droits fondamentaux derrière l'utilisation de ces technologies, ça pose question. Il y a aussi la question qu'on doit tous se poser, même si on est tous connectés, on doit tous se poser, on ne se pose pas cette question parce que les technologies sont installées de manière progressive et s'installent en fait sans qu'on s'en rende compte. Il n'y a pas de débat public autour de ça. Voulons-nous,
en tant que Belges, en tant qu'Européens, être constamment surveillés dans l'espace public. Les effets de la présence de caméras sont clairs. Il y a un effet de restriction de la liberté d'expression parce que des personnes auraient peur d'aller manifester, par exemple. On le voit en Chine, mais on le voit aussi en Hongrie et ailleurs. Ou en Belgique avec la loi anti-casseurs, finalement. Voilà, exactement. D'autres situations où désormais des activistes se font arrêter, etc. Où est la liberté d'expression? On va prendre l'exemple de la loi anti-casseurs, parce que ça concerne beaucoup Bruxelles. C'est à Bruxelles que se passent la plupart des manifestations en Belgique. Ça permettrait justement d'identifier peut-être précisément les casseurs et donc de permettre à tous les autres qui manifestent pacifiquement de s'exprimer comme on peut le faire en démocratie. Je pense qu'on peut compter sur les forces de l'ordre et la présence des forces de l'ordre pour aussi identifier les casseurs dans des manifs et faire leur travail de terrain, parce que le travail de terrain permet aussi de maintenir la cohésion sociale et malgré de faire en les sorte accusations récurrentes de police violente, de police biaisée, de police qui traque certaines personnes plutôt que d'autres, en fonction de leur origine, de leur look. Ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Et c'est à dissocier de la question une image, c'est pas toujours objectif. Ça dépend de la manière dont elles sont utilisées. Ici, on parle vraiment de la reconnaissance faciale qui pose des problèmes en termes d'efficacité et de risque pour les droits fondamentaux. On ne parle pas de caméras de surveillance. Vous avez voté ce règlement. Il a fallu un accord Parlement européen, Conseil européen, parce que c'est assez technique, ça concerne tous les pays. On en est où dans la réglementation? Parce qu'il y avait quelque chose de provisoire qui était évoqué. Qu'est-ce qu'il en sera en 2025, en 2030? Eh bien, donc on a dû effectivement négocier au niveau du Parlement européen et à force de négocier, de discuter avec nos collègues des autres groupes politiques, ils ont pris conscience des risques liés à la reconnaissance faciale. Donc on avait obtenu au niveau du Parlement, suite à beaucoup de discussions, mais aussi de présentations par des experts de la situation, d'interdire cette reconnaissance faciale dans l'espace public en direct. Dans les négociations avec les États membres, beaucoup de gouvernements veulent de ces systèmes, mais à nouveau, je pense qu'il y a un manque d'information et de vraies discussions avec nos autorités et de débat public autour de cette question, parce qu'ils ont tenu mordicus à autoriser l'utilisation de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Faudra voir ce qu'il en est. Et donc du coup, il s'agit d'un compromis, d'une autorisation partielle avec des balises. Je suis contente que les balises soient en place parce qu'il faudra un check en matière de droits fondamentaux, de risques sur les droits des personnes. C'est dans des conditions précises que ce sera utilisé, avec un mandat judiciaire ou administratif. En tout cas, voilà, il y a une règle et un encadrement à l'utilisation qui n'existe pas aujourd'hui, ni en Europe, ni en Belgique. On va continuer Saskia Bricmont. Et un des exercices de plus d'actu, ce sont les questions des téléspectateurs. Elles passent par Aline Walsdorf. Vous les avez toutes lues et vous en avez sélectionné une qui évoque notamment un accord commercial avec un pays bien loin de chez nous, Aline. Isabelle a plusieurs interrogations. D'abord, elle se demande si vous avez voté pour l'accord de libre-échange Union européenne-Nouvelle-Zélande. Isabelle rappelle que votre collègue Philippe Lamberts avait déclaré sur l'accord Union européenne-Mercosur que compte tenu des défis environnementaux, nous n'avons pas besoin de plus de commerce transatlantique. Elle se demande donc s'il est raisonnable de promouvoir ces échanges intercontinentaux. Saskia Bricmont, est-ce que ça a du sens, du bon sens qu'on échange des produits commerciaux avec des pays qui sont à l'autre bout du monde? Aujourd'hui, le modèle européen est effectivement basé sur le libre-échange. Et donc, on conclut des traités de libre-échange avec le reste du monde. Traités de libre-échange qui ont toujours été dénoncés par Écolo, par mon groupe politique. Et c'est un de mes chevaux de bataille depuis toujours. Parce que moi, je me bats pour avoir un commerce équitable, qui respecte les droits sociaux des travailleurs, ici comme là-bas, les droits syndicaux et l'environnement. Mais est-ce que priver ces pays, alors la Nouvelle-Zélande c'est une démocratie, mais priver, le Bangladesh, où on sait que les conditions de travail des enfants ne sont pas du tout les mêmes que chez nous, sont inacceptables selon nos standards démocratiques, est-ce que les priver de revenus économiques, c'est vraiment les aider, par exemple? Je pense qu'il faut distinguer les privés de revenus économiques de ces traités de libre-échange, parce que les traités de libre-échange imposent aujourd'hui des normes de libéralisation de secteurs, aussi dans ces pays-là, qui ont des effets économiques qui peuvent être négatifs. Et c'est souvent le cas, parce qu'on déstructure le modèle agricole local, on déstructure le marché local, voire régional, parce que les États avec lesquels on a des accords se tournent vers le marché européen avec des normes imposées par l'économie et par l'accès au marché européen. Vous êtes entendu au Parlement européen quand vous défendez ce modèle-là? Non. Et donc justement, c'est pour ça que nous nous battons depuis toujours pour que dans ce modèle
existants de traités de libre-échange, on améliore le contenu de ces accords, de faire en sorte qu'ils deviennent plus durables. Donc on a négocié une réforme de ce qu'on appelle les chapitres de développement durable, avec les normes sociales, environnementales qui sont désormais contraignantes dans le cadre de ces accords. Sauf que pour l'accord du Mercosur, par exemple, elles ne sont pas contraignantes. C'est pour ça qu'on dénonce l'accord du Mercosur, puisque même s'il y a non-respect des normes sociales environnementales, que ce soit en Europe, que ce soit dans les pays du Mercosur, il n'y aura pas de conséquences. Par contre, on a obtenu tout ce qu'on voulait en termes de durabilité dans le cadre de l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Et dans le cadre de ces négociations-là, c'est même la Nouvelle-Zélande qui a mis la barre plus haut que l'Union européenne, que la Commission européenne. Et c'était tout le paradoxe de ces négociations, c'est que la Commission, à un moment donné, a voulu freiner. Et nous, on a dit, on y va. Il faut justement que l'accord avec la Nouvelle-Zélande, dans le contexte des accords de libre-échange existants, que nous, on continue à vouloir changer, hein, ce n'est pas notre modèle, mais dans le modèle dominant européen, qui est soutenu malheureusement par la droite conservatrice libérale, mais aussi par le groupe socialiste, il est très difficile de réformer notre politique commerciale actuellement. Et on y vient parce que la Belgique préside l'Union européenne en ce moment. Et vous dénoncez... pointer votre opposition de femmes politiques écologistes avec la droite libérale. Le Premier ministre Alexander De Croo qui a fait un discours, c'est un libéral. La ministre des Affaires étrangères, c'est une libérale. Dans son discours devant le Parlement européen, Alexander De Croo a évoqué la priorité de renforcer l'économie, de préparer un avenir commun face à l'immigration et... il a quand même ajouté à la fin la crise climatique. C'est un compromis à la belge ou bien vous êtes en désaccord avec le Premier ministre dans cet objectif de la présidence belge ? Écoutez, le programme de la présidence belge prévoit notamment une suite pour 2024, pour après les élections, et de porter les perspectives d'un pacte vert et social, donc de renforcer la transition écologique, mais aussi les politiques sociales au niveau européen. Et c'est ça, je pense qu'il faut retenir, c'est que la présidence belge, elle va devoir finalement clôturer ce mandat, essayer de terminer parmi les 150 dossiers restants, tous ceux qui peuvent l'être avant les élections, et puis entraîner finalement le Conseil de l'Union européenne, donc les différents États membres, dans une trajectoire des rails pour le prochain mandat. Et je pense que le message le plus important, c'est de montrer que l'Union européenne, on veut la renforcer, on veut continuer à la construire, on veut lui faire prendre ce tournant social et climatique, de faire en sorte que les politiques climatiques de transition qu'on a commencé à porter dans le cadre du pacte vert européen et pour atteindre nos objectifs climatiques doivent s'accompagner aussi de mesures sociales pour faire en sorte de réduire la facture énergétique, puisqu'il y a 10% des Européens qui sont en situation de précarité, de développer les transports en commun, d'avoir une... On parle d'un accord sur les émissions de carbone des camions et des autobus, d'un accord un peu technique sur les normes d'emballage. Ça fait partie des choses sur lesquelles la Belgique peut avancer et que vous, les Verts, vous soutiendrez dans cette présidence ? Bien sûr, parce que d'aucuns... Mais ça prévoit quoi concrètement ? On va obliger les camions à polluer moins ou... Oui. Oui, les normes continuent à évoluer et c'est pour ça que j'insiste sur la dimension sociale aussi. C'est parce qu'il faut qu'on avance vers des normes environnementales plus contraignantes pour diminuer la pollution de l'air qui touche d'abord les plus précaires puisqu'ils habitent dans les quartiers les plus pollués alors qu'ils sont les moins responsables de cette pollution. C'est tout le paradoxe. On sait aussi que lutter contre le dérèglement climatique, c'est lutter par exemple contre les inondations. Prenons les inondations qu'on a vécues dans notre pays il y a déjà 2 ans, eh bien, c'est la vallée de la Verestre et les quartiers les plus précarisés qui ont été les premiers impactés. Donc, il y a une corrélation entre la lutte contre le dérèglement climatique et donc l'adoption de nouvelles normes pour les camions, pour le transport, d'emballage, de lutte contre le greenwashing, de lutte contre l'obsolescence programmée. Ce sont tous des dossiers qu'on vient de voter au Parlement, qu'on va désormais négocier avec le Conseil et donc les États membres pour faire en sorte que ce soit en vigueur l'année prochaine. En attendant, il y a des pays européens qui, dans l'urgence, s'arment. La Suède, l'Allemagne disent préparer à une attaque de la Russie. Ces pays ont raison ou ils s'inquiètent exagérément ? Parce que c'est aussi une priorité pour l'Europe. On l'avait oublié, mais c'est d'assurer sa défense militaire. Bien sûr, et c'est vrai qu'avec des guerres à nos frontières, il y a aussi un climat anxiogène et je ne pense pas qu'il faut alimenter le climat anxiogène, mais il est normal. Mais on doit s'armer. Il est normal qu'au niveau politique, les choses soient anticipées et effectivement, ça pose toute la question de la capacité de l'Union européenne à se défendre et c'est pour ça qu'il faut qu'on avance à 27 et pas séparément. Mais quand la Belgique achète pour 3,6 milliards d'euros de F-35, des avions de combat américains, l'écologiste que vous êtes,
est d'accord ou vous êtes mal à l'aise parce qu'avec ça, on pourrait en construire des écoles, des hôpitaux, des musées, soutenir la culture? Est-ce qu'à un moment donné, on rappelle quand même que dans les origines de votre parti écologique, il y a des mouvements non militaristes, pacifistes même. Mais oui, et ça reste quelque chose d'éminemment difficile, mais il ne faut juste pas nier ce qui est en train de se passer. On ne sait pas quel est l'agenda de Poutine. On voit bien que sa guerre dure et que ses intentions vis-à-vis de l'Ukraine sont très claires. Les intentions de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine sont très claires aussi, puisque on vient de décider de l'élargissement à l'Ukraine, que les procédures sont en cours et que l'Ukraine doit mettre en place ses politiques pour répondre aux normes que l'Union européenne impose pour de nouvelles adhésions. Mais donc il y a un rapprochement politique de l'Ukraine qui est en train de se faire pour très clairement envoyer un signal à Poutine. Et le fait que l'Union européenne réfléchisse à sa défense est juste normal aussi, puisque on ne sait pas quel est l'agenda de Poutine. Et dans une situation d'instabilité, il est normal. Par contre, là où, en tant qu'écologiste, et oui, pacifiste, parce que je reste éminemment pacifiste, je pense que l'Union européenne a très clairement un autre rôle à jouer sur la scène géostratégique mondiale, notamment de se positionner en acteur de dialogue et de paix. Et aujourd'hui, il n'y a plus aucun acteur sur la scène internationale qui joue ce rôle. S'il y en a un qui la Suisse va organiser devrait une conférence internationale, le faire, la Suisse, mais donc je parle vraiment de l'Union européenne en tant que bloc. Et on voit bien l'incapacité de l'Union européenne aujourd'hui à avoir une voix claire et univoque vis-à-vis de la guerre à Gaza. Et c'est un autre exemple. Le comportement de l'Union européenne vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie est très clair et il faut maintenir ce cap-là. Vous citez le conflit entre Israël et le Hamas. Je voudrais quand même juste... On voit bien que ce qui se passe dans ces cas-là, il y a un conflit, on condamne celui qu'on estime être l'agresseur, et après on est mal pris pour mener des négociations de paix. Donc si on veut, l'Union européenne, pouvoir mener des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie, ça voudrait dire qu'on ne devrait pas sanctionner la Russie. Or, que je sache, votre parti a soutenu les sanctions à l'encontre de Moscou. Ici, je me rapportais au conflit israélo-palestinien et le fait que le continent européen, l'Union européenne, doit parler d'une seule voix. Mais est-ce qu'on peut être une force de voix diplomatique et en même temps faire valoir des valeurs de démocratie européenne comme on l'a toujours fait en Europe? Oui. Oui, très clairement. Je pense que pour rester aussi crédible dans ses prises de position à l'égard des conflits partout dans le monde, à l'égard des violations des droits fondamentaux partout dans le monde, l'Union européenne doit se montrer exemplaire. Et donc, elle a aussi un bilan à faire sur son territoire, puisque l'état de droit est en recul dans plusieurs pays et qu'on voit bien maintenant que vis-à-vis de la Hongrie, il y a une volonté de la Commission européenne de libérer des fonds. Au niveau du Parlement, on tient mordicus aux sanctions à l'égard de la Hongrie aussi. Alors que c'est un pays membre. Alors que c'est un pays membre. Mais donc il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Et donc l'agression de la Russie ne pouvait pas rester contre l'Ukraine, ne pouvait pas rester sans réaction de la part de l'Union européenne. Et je pense que les sanctions qui sont prises sont nécessaires. Il faut les renforcer parce qu'il y a énormément de sanctions qui sont aujourd'hui contournées. Donc ça, c'est aussi un autre élément sur lequel l'Union européenne va devoir se pencher. Merci Saskia Bricmont d'être venue répondre à toutes ces questions. Le journal à 18h vous sera présenté comme toute cette semaine par Valérie Leclerc. Demain à 12h30, vous avez rendez-vous avec Jean-Jacques Deleu pour votre émission politique Les Experts. Belle fin de semaine.